sur I Broke a Leg, le podcast de l'Association française pour la santé des artistes de performance. Céleste Rousseau, Zoé Karlikov. Le 21 mai 2024, nous retrouvions Bertrand Chamaillou qui avait beaucoup à nous partager. Nous vous livrons le premier épisode issu de cet entretien. 2 autres viendront très bientôt. Petit aparté, il s'agit de notre toute première réalisation. Nous sommes bien conscientes que ce n'est pas parfait, mais il nous semblait plus important de sortir cet épisode que d'attendre d'avoir les conditions idéales. Nous allons nous améliorer au fur et à mesure. Nous espérons que cet épisode vous intéressera et qu'il résonnera en vous. Merci beaucoup Bertrand Chamaillou d'avoir accepté cet entretien et d'être le tout premier à s'asseoir à notre table, celle du podcast I Broke a Leg. Dans ce podcast, nous allons parler de la santé des artistes de performance et aujourd'hui ce sera à travers un événement de votre vie de musicien et nous aimerions de cet entretien dessiner ce que cela dit de la performance artistique et du rapport de l'artiste à la performance d'un point de vue le plus large possible. Pour commencer, est-ce que vous voudriez bien vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Bertrand Chamaillou, je suis pianiste, je suis né à Toulouse, j'ai découvert le piano un petit peu par hasard. Je suis devenu pianiste, je dirais presque par accident, parce que je ne m'étais pas prédestiné à ça, mais petit à petit c'est une carrière qui s'est dessinée. Et effectivement, j'ai eu un parcours, je dirais, quasiment sans embûches, si ce n'est que, effectivement, à l'âge de 27 ans, j'ai traversé une sorte de crise avec un problème physique que j'ai réussi à surmonter. Aujourd'hui, j'ai une carrière plutôt florissante. On s'est entretenu avant le début de cet enregistrement et vous nous avez donné votre accord pour que nous puissions parler ensemble de ces dysfonctionnements justement que vous avez connus en 2008. Et je vous laisse peut-être vous-même nous raconter un peu plus en détail, si vous le voulez bien. Oui, alors ça paraît presque un peu loin maintenant, 2008. Donc j'essaie de me souvenir, si j'arrive à retrouver un petit peu la chronologie des événements. En tout état de cause, en fait, la première fois que j'ai eu un petit problème, en réalité, c'était en 2006. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un lien entre les deux choses. Mais ça a duré que 15 jours la première fois. Et c'est curieux, mais le vrai problème, si je puis dire, qui a été un peu plus pérenne, ça a démarré en 2008. En 2006, j'ai eu une sensation étrange, je me souviens très bien, lors d'un concert. C'était une sensation très forte d'affaiblissement des doigts faibles, l'annulaire et l'auriculaire, donc de la main droite. Ça a survenu le jour d'un concert et j'ai littéralement, à mon sens, raté le concert. J'ai senti tout d'un coup que j'avais l'impression de boiter, quoi, littéralement, d'avoir un côté de la main qui fonctionnait quasiment plus. Et donc, effectivement, je me souviens très bien la sensation d'essayer de se rattraper avec les autres doigts et de surconcentrer une énergie et donc une sorte de crispation. Voilà, c'était la sensation d'un déséquilibre. Quand on court, on a l'impression qu'on a un côté qui ne marche plus, mais on trébuche, quoi. Donc j'avais l'impression de trébucher tout le temps. Et pendant le concert, je me souviens que je changeais carrément mes doigtés parce que j'avais l'impression que mes doigts ne marchaient plus. Alors, ils marchaient en réalité, mais il y avait une sensation de faiblesse. Moi, à l'époque, j'ai analysé ça comme un début de tendinite. Je n'avais jamais rien eu. Je me suis dit, tiens. Et effectivement, en jouant, ça m'a crispé tellement que ça m'a fait mal sur le côté du bras droit. Voilà, j'avais l'impression, surtout le doigt le plus faible, l'annulaire, qu'il y avait une sorte de fil tendu dans tout le bras, comme une douleur, alors, peut-être un peu nerveuse. Enfin, je ne me souviens plus trop, mais je sais que ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis arrêté 15 jours. Et effectivement, au bout de 15 jours, étonnamment, c'est passé. 2 ans plus tard, en 2008, j'ai eu un peu le même truc qui est revenu. Et je me suis dit, bon, pas de panique, c'est le même truc qu'il y a 2 ans. Je m'arrête 2 semaines, 3 semaines, et ça va aller mieux. Je me souviens précisément quand c'est arrivé, parce que j'avais fait un concert, mon tout premier récital en solo au Théâtre des Champs-Élysées, qui était une sorte de consécration, quoi, à l'époque. Et je me souviens littéralement le lendemain, en fait, j'ai commencé à avoir de nouveau ce problème. Et je me suis dit, j'ai trop forcé, j'étais tellement crispé par cet événement. Et le lendemain, j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit, bon, contrairement à la première fois où ça m'a un peu stressé, j'ai absolument pas paniqué. Je me suis dit, je connais, tout va aller très bien. Donc je me suis arrêté 2-3 semaines. Ça devait être au mois de mai 2008, je pense. Et après, je me suis remis à jouer en juin.
Et en fait, le problème, non seulement n'était pas passé, mais c'était aggravé. C'est-à-dire que j'ai commencé à remarquer une sorte de déclin technique, en fait, de ma main droite. Et la faiblesse de ces 2 derniers doigts, enfin la sensation que je les contrôlais quasiment plus, ou en tout cas qu'ils n'avaient plus de force. Petit à petit, ça a occasionné une tendance, les doigts à se rétracter. D'un côté, ça se bloquait littéralement. J'avais le muscle qui est localisé entre le pouce et l'index comme un bout de bois. Et donc tout se concentrait dans les 3 premiers doigts et qui avait tendance à se rétracter aussi parce qu'en fait la main n'était plus équilibrée. Puis je commençais à avoir peur parce que j'avais entendu parler de l'histoire de la dystonie. Donc est-ce que c'est ça qui est en train de m'arriver? L'angoisse totale. Donc j'essayais de détendre ma main, de travailler en faisant des extensions. Je ne savais pas où j'allais du tout. En tout cas, il est clair qu'il y a eu un déclin très rapide. L'été, j'ai fait 2-3 concerts à mon goût assez catastrophiques. Plus du tout axé sur la musique, complètement axé sur le fait de pouvoir arriver à jouer tout simplement. Énormément d'insécurité technique, donc des fausses notes partout, le bras droit complètement crispé, l'impression d'avoir une main faible et crispée. Jusqu'au point où, à la rentrée suivante, au mois de septembre, j'ai dû littéralement tout annuler. Je me souviens, alors là, il y a eu un effondrement aussi psychologique, parce que je me souviens vraiment du concert que j'ai dû annuler, qui a été vraiment un peu fatal pour ma santé mentale à l'époque. C'était un concert assez simple où je devais accompagner des leaders de Schubert, et c'est délicat, mais techniquement, par rapport à cette époque-là, je jouais des études de Liszt, enfin des tas de choses. C'était des accompagnements assez simples. Et je me suis rendu compte que j'arrivais plus le faire. Alors je pense qu'il y avait aussi l'aspect panique. Même la géographie du clavier, je perdais tout. J'avais l'impression d'avoir une main tellement peu fiable, tellement hors de contrôle, que je tapais carrément des accords à côté, même quand il s'agissait de frapper un accord bien connu et très simple. Donc j'ai annulé, et en réalité j'ai annulé des mois et des mois. Je ne sais pas si ça n'a pas duré presque un an. Donc il y a eu à ce moment-là, je pense, un mélange de 2 choses. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie incapacité physique, mais l'incapacité mentale était devenue encore plus grande que l'incapacité physique. Donc dès que je m'asseyais devant le piano, j'avais vraiment une boule au ventre. Et à ce moment-là, je me souviens que chaque jour, j'avais quand même un espoir que ça allait aller mieux, avec du repos. J'étais face à quelque chose qui me paraissait totalement irrationnel. Dès que je posais un doigt sur le piano, j'étais victime de tremblements très très forts, au point que je ne pouvais même pas tenir un son pendant quelques secondes. Ça finissait par faire mal parce que c'était un degré de crispation qui était trop grand. Je suis allé faire des recherches un peu, et puis j'ai évité d'aller voir des vrais spécialistes du sujet. Et non pas que je pensais que c'était pas bien, mais en fait pendant un moment j'avais peur du diagnostic, en fait, je pense. Et pourtant, moi j'ai plutôt tendance à aller facilement voir les médecins. Je viens d'une famille de médecins. Mais là, c'est comme si cette espèce de grand mystère, notamment ce qu'on appelle la dystonie, j'avais peur vraiment de m'enfermer dans quelque chose. Et donc pendant un moment, mais c'était sans doute bête, j'avais peur de rentrer dans une chose un peu systématique. Et j'allais dire même inconsciemment dans un commerce de ce genre de choses. Sans doute à tort, hein. Et donc ça veut dire que pendant toute cette période-là, vous vous asseyez tous les jours devant votre piano. Qu'est-ce que vous vous disiez? Je pense qu'il y a une phase de déni, d'abord. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de dépressif, mais là, je pense que je suis rentré dans une sorte de dépression passagère. Là aussi, sans vouloir le nommer. Moi qui ne suis pas un gros dormeur, je dormais 12 heures par nuit. J'étais effondré, et puis j'étais rentré dans une sorte de cercle de fatigue extrême. Et je ne faisais rien. Je ne travaillais plus mon piano. J'ai essayé de me mettre au piano, puis je constatais au bout de 10 minutes que c'était peine perdue. Et donc j'ai essayé de chercher dans pas mal de directions. Donc je voyais très régulièrement un kiné, qui n'était pas un spécialiste, qui était quelqu'un qui m'a fait plutôt du bien parce qu'il compatissait énormément. Il essayait de dédramatiser lui en me disant que j'étais très fatigué. C'était des massages ou des manipulations, donc avec des mouvements, beaucoup d'étirements, etc. Ça me faisait plutôt du bien, mais ça ne traitait pas le problème.
Ensuite, j'ai été voir tout un tas de gens qui m'ont orienté vers un problème de mâchoire. On m'a mis une gouttière à l'époque. Après, on m'a dit un problème avec les yeux. Donc, alors, ça me semblait fantasme, mais quelque part, mais là, on allait dans plein de directions qui évitaient quelque part le problème directement. Et puis, effectivement, dernière chose, l'aspect psychologique. Donc, pour la première fois de ma vie, je suis allé faire une psychanalyse. J'ai même été voir un peu chamans. Et puis j'ai essayé de faire un certain nombre de pratiques à côté pour me faire du bien. Donc je suis remis à faire du sport. J'ai été faire du yoga assez intensivement. Dans tout ce que j'ai fait, ce qui m'a fait le plus de bien en fait, c'était le yoga. Alors pas seulement sur l'aspect physique, ça ne corrige absolument pas mon problème. Par contre, ça m'a, je pense, aidé la pratique de la méditation. En fait, la méditation, c'était quelque chose qui a été très salutaire pour moi dans la manière d'arriver à traiter le problème et à m'atteler à la manière dont je faisais certains exercices et de pouvoir trouver la disposition mentale nécessaire pour le faire. Et et en fait, il s'est rien passé si ce n'est que moi, à un moment donné, et là ça a été un sursaut personnel, en fait tout ça correspondait à une grande dépression, en tout cas pour moi, et je me prenais pas en main, en fait, je me livrais comme ça, bon. Et cette idée de finalement ne pas chercher à voir des vrais spécialistes, en fait, en tout cas, je me suis rendu compte que je l'avais évité, quoi. Donc, à un moment donné, voyant que ça donnait rien, je me suis dit, bon, on prend son courage à deux mains, on va aller voir des spécialistes. Donc, j'ai été orienté vers la clinique du musicien. Bon, alors au début, on m'a dit que c'était pas une dystonie, pour finalement, à un moment donné, me dire que effectivement, c'était peut-être une dystonie, mais à un stade peu avancé. Pour autant, j'avais l'impression de rien pouvoir faire, parce que, comme j'ai un côté assez perfectionniste, j'étais rentré dans une espèce de cercle vicieux. À la première imprécision, je me bloquais moi-même. Donc par exemple, le fait de ne pas arriver à faire des gammes correctement. Pour moi, ça c'était le crash test un peu ultime. Alors que c'est très dur de faire des gammes. De toute façon, c'est très dur, mais on sent quand même quand on a quelque chose qui est à peu près ça, on voit tout dans une gamme. Donc là, effectivement, je voyais que ma main était tellement déséquilibrée que si la gamme passait, c'était à l'arraché. Parce qu'en réalité, je pouvais les faire avec des accros. Puis quelque part, dans un concert, ça aurait pu presque passer. En fait, je pouvais à peu près jouer. À un moment donné, j'étais arrivé dans une croyance moi-même que je ne pouvais pas jouer, et donc une incapacité à jouer. Si je me pensais à jouer mon cinquième doigt, il jouait. Mais dans ma tête, il avait plus de... Dans ma sensation physique, il n'avait plus de force. Et donc un excès de crispation de l'autre côté de la main. Donc avec un pouce qui se retrouvait souvent coincé sous l'index, comme un tuteur un peu. Donc l'impression qu'il y avait une sorte de rotation quoi, au milieu de la main, et donc même une sorte de rétraction des doigts. Pas du tout la sensation d'une main qui d'habitude avait une arche à peu près correcte, et les 4 doigts de l'index jusqu'à l'auriculaire qui arrivent à avoir un certain soutien, et un pouce relativement libre. Donc l'inverse de ça. Et donc le pire, curieusement, c'était plutôt quand je devais faire du répertoire type classique, Mozart, etc., avec beaucoup de gammes. Et curieusement, d'un point de vue de la main, c'était moins flagrant les problèmes, quand je faisais des choses d'une approche plus verticale, on va dire. Voilà. Alors ce qui était terrible, c'était les trilles. Je ne pouvais pas les faire, en fait, hein, littéralement. Ou alors, on me crispait énormément, mais ça ne tenait pas longtemps. Voilà, bon, je suis allé à la clinique. Le diagnostic n'était pas totalement clair sur savoir si c'était... un début de dystonie. Bon, et on m'a proposé un type de rééducation, qui est, je crois, celui qui propose le plus fréquemment dans cette clinique, c'est-à-dire de travailler notamment sur le soutien des omoplates, la zone scapulaire, enfin, je me souviens très bien, on m'avait mesuré les épaules en me disant il y a une épaule qui est plus basse que l'autre. En l'occurrence, je pense que c'était vrai, mais j'avais l'impression que de toute façon, l'idée qu'il y a une épaule qui serait plus basse que l'autre, elle était presque préétablie. Donc, il faut remuscler le dos, le grand dentelé pour soutenir l'omoplate. Tout va aller mieux parce que le bras sera plus libre et la main va se reposer, ne va plus chercher à compenser, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Comment dire, ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas corrigé mon problème, si je suis tout à fait honnête. C'est-à-dire que certes, je me sentais parfois un peu plus tonique, mais au niveau des doigts, j'avais toujours le même problème. Et aussi, je peux dire qu'effectivement, il y avait parfois quelque chose qui me perturbait, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était théorique là-dedans. Dès que je passais à la pratique, on me mettait devant un clavier, j'avais la sensation que je n'arriverais pas à jouer comme ça, réellement. Mais à partir du moment où je devais former un son, non pas juste appuyer un son, à le former vraiment avec l'énergie que ça demande, comme pour un instrument à vent qui doit contrôler les muscles de sa bouche pour arriver à ce que ce ne soit pas un son lambda. C'est pareil au piano, quand on veut projeter, timbrer un son quand on veut lui donner une certaine qualité.
On sollicite, vous le savez très bien, plein de petits muscles. Et alors là, j'avais l'impression que dès que je mettais en action cette idée de travailler le son et de ne pas simplement le jouer en appuyant les touches, tout s'effondrait en fait. Tout ce que je venais de travailler, on avait bâti une sorte d'édifice aussi fragile qu'un château de cartes, quoi. Et là, j'avoue que j'ai eu une sorte de moment où en fait, je me suis dit, peut-être que je m'en sortirai pas vraiment, et peut-être qu'il faut que j'envisage de faire autre chose. Peut-être que je vais arriver un peu à améliorer la situation, mais à ce moment-là, j'étais encore en train de me dire, je ne jouerai plus comme avant. Est-ce que vous faisiez parfois appel à des oreilles extérieures pour vous écouter, pour savoir si c'est juste vous finalement, votre impression, ou si ça s'entendait? Non, j'en ai parlé à d'autres gens, mais il y avait une incompréhension. Soit on me disait t'es fatigué, soit les gens étaient perplexes, ils étaient embêtés pour moi, alors il y a plus ou moins bienveillant, hein, mais... Et soit l'autre chose plus troublante, c'est que je suis allé voir des gens, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont eu des problèmes de façon notoire. En fait, ils ne voulaient pas parler du sujet. Ou quand je disais j'ai ci, j'ai ça, ils ne voulaient pas à aucun moment donné partager quoi que ce soit par rapport à ça. Et en l'occurrence, je m'étais aussi adressé à des gens qui n'avaient pas forcément complètement résolu le problème, hein, eux-mêmes. Donc c'était pas forcément d'ailleurs la chose à faire, parce que finalement... Mais donc, il y a personne qui vous a dit j'entends ce problème-là moi aussi, j'entends ce que tu veux dire, ça s'entend dans ton son? Alors à ce stade-là, pas encore, non. Par ailleurs, je jouais pas à ce moment-là. J'ai passé comme plusieurs mois à pas faire de concert du tout. Ensuite, la phase d'après, ça a été que j'ai pris un peu cette décision, me dire après tout, peut-être que je vais arrêter. Honnêtement, je pense que ça c'était quelque chose d'un peu salvateur pour moi, c'est que j'ai été en paix avec cette idée. Au bout d'un moment, je me suis senti libéré d'un poids qui était aussi la représentation qu'on se fait au niveau social, ou plutôt qu'est-ce qu'on représente socialement. Quand on arrive à un certain niveau, qu'on a un certain nom, ou que même aux yeux de sa famille, ou voilà, on est pianiste, on a toujours été vu comme quelqu'un de brillant, ça fait la fierté de son entourage. Et ben tout d'un coup, de devoir assumer quand tout ce qui faisait notre force devient en fait notre faiblesse, c'est très très difficile en fait. On peut vite s'enfermer là-dedans aussi. L'idée de ne pas du tout assumer en fait que quelque chose où on est réputé brillant, ou d'assumer en fait qu'on n'y arrive pas, ou qu'on est faible, ou qu'on est en difficulté. Moi j'ai trouvé ça dur, mais à un moment donné, d'une part, la première étape ça a été de se dire il y a un autre moyen. Par exemple, j'étais très intéressé par le fait de faire de la programmation. Je me plaignais souvent d'ailleurs du fait qu'il y avait beaucoup de programmateurs qui n'étaient pas assez compétents, etc. Je me dis, finalement, pourquoi ne pas essayer de jouer de mon côté? Mais que si chaque concert est une souffrance, si chaque échéance m'angoisse au plus haut point et qu'en plus j'ai l'impression de ne pas y arriver, je pense que ça a été ma force d'être capable de me forcer à me donner une sorte de coup de pied et de me dire, tu ne peux pas rester dans cet état-là. Moi, j'ai lu une interview, je peux dire, qui m'a traumatisé de ce point de vue-là. C'était Léon Fleischer, avec qui j'avais travaillé d'ailleurs, hein, qui dit que pendant 60 ans, il espérait chaque jour que sa main droite refonctionne. Même si j'étais pas à un stade qui a été aussi avancé que le sien, mais je me suis dit, je veux pas aller vers ça en fait. Je veux pas me diriger vers ça. Il y a un poids psychologique très fort qui s'est enlevé chez moi. Et paradoxalement, du coup, j'ai l'impression de pouvoir retravailler. Et je pense que le fait d'avoir pratiqué la méditation m'a aidé à envisager le travail tout seul, en plus de ce que je faisais à la clinique des musiciens, parce que je suis allé pendant au moins 2 ans, pouvoir retravailler mon piano en ne cédant pas à la panique et de me dire je vais refaire des gammes aussi lentement qu'il faut en fait, et en méditant quelque part sur chaque note que je fais, en m'inspirant à la fois de la méditation et de ce qu'on appelle le body scan, c'est-à-dire essayer de ressentir chaque partie de son corps. Voilà. Je me souviens, je commençais par une gamme de do majeur à la main droite et je jouais un do avec mon pouce et je gardais ce do enfoncé jusqu'à temps que je trouve la manière de transférer le poids jusqu'au ré. Et je me souviens que ça me prenait parfois 30-40 secondes pour arriver à sentir que j'étais apte à passer à la note suivante et avoir une sorte de legato contrôlé. D'arriver à libérer, à sentir que je m'installais bien dans le clavier et que je peux passer à la note suivante et à la connecter avec la précédente, ça me prenait entre 30 secondes et 1 minute entre chaque note. Le fait de travailler comme ça, en faisant des gammes, des arpèges, des gammes chromatiques, très lentement, ça m'a quand même pas mal aidé. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à jouer certains morceaux. Donc, il faut savoir qu'après, j'ai repris mes concerts pendant environ 2-3 ans à un rythme beaucoup moins soutenu, avec un répertoire choisi. J'ai joué toujours la même chose pendant environ 2 ans. J'ai même fait un disque à cette période. J'étais en lutte énorme. C'est-à-dire que j'ai fait le disque, à vrai dire, avec un kiné qui m'a massé à peu près toutes les 2 heures. J'avais beaucoup de difficultés à jouer encore parce que je surcompensais, donc j'avais le bras droit très bloqué. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, j'entends ce disque, je le trouve très très bien. Je n'arrive pas à percevoir en fait cette difficulté que j'ai.
pour commencer à répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Donc j'ai commencé à rejouer comme ça, et donc je passais ma journée à faire 2 heures d'exercice lent comme ça. Et donc je sentais un petit peu mieux, mais à chaque fois que je jouais, j'étais très crispé en fait. Donc j'avais un répertoire limité, et je ne pouvais pas jouer beaucoup dans la journée. Donc, par exemple pour un concert, c'était très difficile pour moi de savoir si j'allais tenir jusqu'au bout. J'avais quand même beaucoup de choses qui étaient contournées. J'ai réussi à reconstruire une sorte de façon de jouer, qui était beaucoup mieux que ce que j'avais traversé. Donc je m'étais reconstruit une sorte de forteresse un peu. Mais ça a été des hauts et des bas pendant quelques temps, parce qu'en fait, ce qui m'aidait à tenir, c'est que je jouais un répertoire limité, très sécurisé. Consciemment, inconsciemment, enfin, j'avais choisi des choses que je sentais que j'étais à peu près apte à faire. Il y avait des choses que j'arrivais vraiment plus à faire. Je me souviens de la 5e étude de Liszt, Feu follet, qui est une étude très difficile, où il faut faire des sortes de tris continus en double note avec les 4e et 5e doigts. Bah ça, je ne peux plus du tout le faire. Je me souviens de m'être étalé littéralement dans Feu follet l'été 2008, pour le coup. Donc là, tout ça était plutôt vers fin 2009-2010 dont on parle. Voilà, ben ça, de toute façon, pour moi, c'était j'y touche plus, en fait. Donc j'avais l'impression de m'améliorer, mais pour autant, c'était pas très satisfaisant quand même. Donc j'étais quand même toujours dans cette idée que peut-être que j'allais pas continuer comme ça. Et surtout, le concert était une épreuve qui était devenue très désagréable. Parce qu'en fait, ma seule obsession, c'était d'arriver à jouer pendant 1h30, du début à la fin, et à passer, quoi, le concert. J'ai travaillé à peu près 1 an comme ça. À ce moment-là, curieusement, le problème s'est stabilisé chez moi. Pendant un temps, en tout cas, là, pendant ce moment-là, il n'y a pas eu d'effondrement. Ça a tenu comme ça. Je sentais que ma main n'était pas équilibrée. J'avais retrouvé un peu plus de tonus. Probablement que les exercices que je faisais me faisaient quand même du bien à la clinique des musiciens. Les exercices que je faisais au piano, et aussi ce côté mental de moins céder à la panique, etc. Mais à ce stade-là, je crispais très 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 vite. Pour moi, c'était du replâtrage, tout ça. Mais j'arrivais pas à comprendre comment faire mieux que ça. J'ai essayé de chercher en décomposant tout lentement, et essayer d'être à l'écoute de mon corps, de sentir quelles étaient les sensations, et de partir du principe que, à partir du moment où la sensation est désagréable, où il y a une crispation, je suis dans le faux. Donc c'est aussi d'apprendre, entre guillemets, à mon cerveau qu'il ne faut jamais aller dans cette direction-là, de reconstituer que des mouvements où on trouve une sorte de confort, d'équilibre, de plénitude physique, une assise dans le clavier en libérant progressivement le bras, etc. Mais tout ça, ça ne marchait que très lentement, et que j'avais l'impression de désenclencher des choses. Et par contre, dès que je jouais vite, évidemment, il y avait plein de trucs qui se remettaient. Donc j'avais l'impression que je devais chaque fois bien tout remettre en ordre, et puis que chaque concert, j'avais l'impression de tout casser, quoi. Donc le résultat, c'est aussi que je ne pouvais pas jouer, par exemple, plusieurs jours d'affilée. Chaque fois que je faisais un concert, j'avais l'impression qu'il me fallait physiquement 1 semaine pour m'en remettre. Et alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'ai eu des gens qui m'ont écouté après. Et qu'effectivement, personne n'a trouvé rien à redire à ce moment-là. Ou alors peut-être par politesse. Et j'ai eu un enregistrement, je me souviens, pour Radio Classique, d'un concerto de Mozart. Et moi, j'ai été en apnée, mais le concert est passé. Il y a eu un moment donné où j'ai l'impression de déraper dans une gamme, je me suis embrouillé, etc. J'ai écouté l'enregistrement. Je me suis dit, c'est curieux, ça va en fait. Et puis l'endroit où j'avais l'impression d'avoir dérapé, effectivement, il y avait quelques petits accros, mais c'était pas fou. Mais en fait, la sensation d'inconfort, même en écoutant ça, j'avais l'impression que tout tenait à un fil tout le temps. Et en fait, surtout, j'avais l'impression que tout allait se recasser la gueule. Donc j'étais encore dans l'idée de faire autre chose, parce qu'encore une fois, moi qui ai toujours appris facilement du répertoire, là, je ne pouvais pas apprendre de nouveaux morceaux quasiment. Enfin, c'était des efforts qui étaient disproportionnés. Et puis faire un concert, j'avais l'impression que chaque fois, je repartais en bas de l'échelle et je remontais pour arriver à faire un concert. Alors, moi, j'ai eu un épisode qui m'a littéralement sauvé. C'était la rencontre d'un monsieur qui s'appelait Jacques de Tiège, dans un de ses concerts. C'est un monsieur qui est venu me voir et qui m'attendait. Il y a un aspect un peu filmique dans tout ça quand je le raconte parfois, parce que c'est vrai que c'est tombé un peu du ciel. C'est un monsieur qui est venu vraiment à ma rencontre. Les circonstances ont fait que j'ai fini par discuter avec ce monsieur. Dans ces fameuses journées où en fait je ne pouvais pas passer beaucoup de temps au piano, j'avais une espèce d'emploi du temps millimétré où je faisais mes petits exercices.
Et je gardais après mon énergie pour le concert. Et en même temps, il fallait que je reste près du piano parce que si je jouais pas au moins 5 minutes de temps en temps pour me rassurer, j'avais l'impression que le clavier l'instrument devenait une espèce de chose abstraite. Et donc, comme j'avais du temps, que j'étais dans la salle de concert, ce monsieur était là toute l'après-midi et j'ai commencé à discuter avec lui. Je sais pas pourquoi, hein, des fois dans la vie, on a des trucs comme ça. J'étais intrigué par lui et en fait, c'est la première fois que quelqu'un m'a parlé de mon problème, en fait, ouvertement, de manière extérieure à toutes les consultations que j'ai faites. Ou que moi, je commence à en parler. Donc ce monsieur, en fait, que je ne connaissais pas, commence d'abord à me faire beaucoup d'éloges en me disant qu'il a suivi ma carrière depuis très longtemps et qu'il adore mes enregistrements, etc. Et tout d'un coup, il attaque. À ce moment-là, j'en avais pas parlé dans la presse. Donc, est-ce que ça lui était revenu aux oreilles par quelqu'un, etc. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il l'a vu? Moi, je pense qu'il l'a vu en réalité, puisque j'ai pu voir à quel point il avait une science, d'un point de vue strictement pianistique. Et donc, il commence comme ça. Je vois que vous avez un problème. Et vous, assez vite, parce qu'on a pris un café. Et au bout d'un moment, il est venu me dire qu'il y a un problème. Il m'a pas dit, je suis sûr que je peux vous aider, mais il était très affirmatif. Il y avait un côté, entre guillemets, un peu gourou, c'est-à-dire qui à la fois me faisait peur, mais en même temps, il était tellement rationnel dans la manière dont il expliquait les choses que ça ne faisait pas illuminer. Donc c'est ça qui m'a encouragé à aller dans cette direction. En tout cas, je me souviens, voilà, après être traversé, même quand j'en reparle, à chaque fois ça me fait ça, une sorte de frisson, parce que j'avais l'impression en tout cas qu'il saisissait parfaitement, parce qu'en fait il s'est mis à me parler de piano, à mettre les mains sur la table, à jouer des choses, à me décrire littéralement en fait ce que je ressentais, et à me parler donc de choses très spécifiques, de configuration, de doigté, etc. Bon, alors je me suis dit, mais d'où il sort? Et je lui ai demandé qui il était. Il m'a dit, j'étais professeur de piano à un conservatoire d'Anvers à la retraite. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Et d'ailleurs, il est peu connu. En réalité, c'est quelqu'un qui avait un caractère très bizarre. Lui-même était complètement irrationnel. Il nous parlait des extraterrestres. Il était adorable avec les gens pour qui il avait une sorte de passion. Mais après, il était finalement assez acariâtre. Il allait même dans les concerts et il se prenait la tête avec les organisateurs de concerts parce qu'il estimait qu'ils engageaient n'importe qui, que c'était que des trucs de marketing. Il y avait un côté un peu jusque-boutiste. J'ai découvert d'autres personnes qui ont travaillé avec lui. Ça m'a d'ailleurs intrigué parce qu'à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de lui. Il m'a dit avoir travaillé beaucoup avec un pianiste norvégien qui s'appelle Leif Ove Ansnes, qui est un très grand pianiste. Quelqu'un qui a une technique très saine au piano, justement. Après aussi, une autre pianiste qui est Yuja Wang, que des gens qui ont une approche du clavier très saine au niveau technique, ça c'est sûr. Mais ça, je l'ai vu un peu après. Mais disons que ça m'a renforcé ma curiosité, parce que je me suis dit quand même, il a l'air de travailler avec des gens qui ont justement des postures et des techniques de piano extrêmement saines. Et il m'explique donc j'ai un déséquilibre au niveau de la main, enfin, avec un côté presque un peu sûr de lui, mais en fait qui curieusement a été rassurant. Des années après, il m'a avoué qu'en fait il n'était pas sûr de lui, mais sur le coup, ça faisait partie du truc, il avait besoin que je le croie, quoi. Donc il a vu que j'étais fragile à ce moment-là, et effectivement, je voyais que la sensation, il la connaissait. Qu'est-ce que ça vous a fait tout de suite, en fait, si vous arrivez à vous souvenir des sensations à ce moment-là, de tout d'un coup être compris? Oui, aujourd'hui, ça me fait encore un peu des frissons. Il se trouve qu'en plus, maintenant, je sais avec du recul qu'il m'a donné la bonne direction à suivre, en fait. Sur le coup, je n'en avais pas conscience. À ce moment-là, je me suis dit, il y a une chance que je trouve quelqu'un qui va m'apporter en tout cas une nouvelle dimension au problème. En tout cas, pour la première fois de ma vie, vraiment, le diagnostic, là, il correspondait à quelque chose que je ressentais. Merci de votre écoute. Merci à Bertrand Chamaillou pour son immense partage et à Sarah Fritsch de nous avoir permis de nous rencontrer. Le prochain épisode traitera de ce que Bertrand Chamaillou a mis en place pour pouvoir à nouveau jouer du piano. À très vite.